Le 20 mai dernier, Touraya, 43 ans, reçoit une dose du vaccin Pfizer. Pour elle, une seule dose suffit puisqu'elle a été contaminée par le Covid-19 en décembre 2020. Une fois la dose reçue, elle rentre chez elle et commence à se sentir mal. Quand je suis rentrée à la maison dans l'après-midi, je me suis sentie pas bien. Ensuite, je suis allée me coucher. J'ai eu très 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 froid, chaud. J'ai passé la journée et jusqu'au lendemain très fatiguée. Comme on m'avait dit qu'on pouvait avoir des symptômes de fatigue, un peu de fièvre, je pensais que c'était normal. Jusqu'au vendredi après-midi, j'étais toujours vraiment pas bien. J'ai téléphoné au SAMU, au docteur, pour leur dire que je me sentais pas bien. Elle m'a dit que c'était normal de prendre Doliprane. Je suis restée couchée jusqu'au samedi. Le samedi, ça allait toujours pas, mais j'étais de plus en plus fatiguée. J'ai rappelé. Elle m'a dit que c'était normal aussi de prendre Doliprane. C'était le médecin. On m'a passé à chaque fois, c'était le médecin du SAMU. Et j'ai commencé à perdre la mémoire. Je ne me souvenais pas ni que je m'étais levée ou pas levée. Pour moi, je suis restée couchée tous ces jours. Et dimanche, j'étais seule à la maison. Moi, je n'ai pas le souvenir. J'ai appelé une cousine, j'ai appelé ma fille pour leur dire que ça n'allait pas du tout. Ma fille est arrivée en même temps que les pompiers. J'ai dit aux pompiers que j'avais très très mal à la tête, que j'arrivais plus à me lever. Ils m'ont transportée à l'hôpital. J'ai pas beaucoup de souvenirs de la route. Je suis arrivée à Marignane. J'ai fait une crise d'épilepsie à Marignane. On m'a fait un scanner. Ils ont trouvé que j'avais une thrombose. Ensuite, j'ai passé toute la nuit à Marignane en attendant d'avoir une place à Clerval. Ils ont donné les indications à faire jusqu'au lendemain pour me garder. Et lundi matin, ils m'ont transporté d'urgence à Clerval. Et arrivé là-bas, ils ont fait pareil un IRM et ils ont constaté que c'était bien une thrombose et que j'avais fait une crise d'épilepsie en même temps. Et voilà, j'ai passé 3 semaines à Clerval et maintenant je dois prendre un traitement à vie pour la thrombose et pour les crises d'épilepsie. Qu'avant, je n'avais pas de problème de santé, je n'étais pas épileptique, je ne bois pas, je ne fume pas. J'ai aucun problème de santé. Touraya ainsi que son avocat, maître Hervé Serroussi, ont décidé de mettre en demeure le laboratoire Pfizer. En cas de non-réponse, une plainte sera déposée pour mise en danger de la vie d'autrui. Il ne faut pas laisser ceux qui ont des problèmes à cause du vaccin de côté. Il faut que tout le monde soit concerné, comprendre ce qui s'est passé, que Pfizer, si effectivement un problème est relevé, prenne en charge ses responsabilités, mette en place cette expertise, détermine les causes, détermine les effets, détermine les séquelles, les évalue et l'indemnise. C'est à minima ce qu'on est en droit d'attendre de la part d'une société comme Pfizer. Aujourd'hui, voilà, c'est le début de cette procédure. On attend un retour de la part de Pfizer. Si ce retour se fait dans de bonnes conditions, on restera sur un stade amiable. Dans le cas contraire, on a mis en demande Pfizer sous quinzaine d'organiser cet examen médical, faute de quoi nous saisirons le tribunal compétent afin de défendre les intérêts de ma cliente. Une étude française relayée par le journal Le Monde indique que les cas de thrombose après vaccination de doses Pfizer, Moderna ou AstraZeneca sont très faibles, soit 0,075 cas pour 1 million de vaccinés. Les bénéfices de la vaccination l'emportent donc de loin sur le risque d'effets indésirables graves. Professeur Didier Raoult, pourquoi est-ce que l'IHU a été le premier à décrire dans le monde l'émergence de nouveaux variants ? Je vais tenter de vous l'expliquer, mais effectivement, vous voyez, il y a un numéro intéressant qui est de Nature, qui est du 19 juillet de cette année, qui reprend 2 articles, vous voyez. Le premier qui raconte l'émergence d'un variant en Espagne à travers l'Europe, que nous, on avait appelé Marseille 2, qu'on avait reconnu relativement tôt, en juillet-août. Et puis un deuxième qui explique ce qui s'est passé avec l'émergence des différents variants et leur répartition en Europe, et qui commence à dire que ceci est dû au voyage. Et là, bien sûr, il y a toutes les données qui ont été analysées en Europe, dont celles par notre équipe avec un de nos collaborateurs de l'IHU, qui est Anthony Levasseur. Pourquoi est-ce qu'on l'a vu ici? C'est une bonne question. Et pour ça, c'est la raison pour laquelle l'IHU existe. Dans l'IHU, il y a tout à la fois de la surveillance épidémiologique des malades,
des capacités technologiques. Donc on a fait depuis le début énormément de tests. Donc on peut déterminer quelle est la fréquence de l'infection parmi les gens testés d'une manière qui est comparable en février maintenant. Et puis on a des capacités de séquençage qui étaient considérables. Là, on fait encore 10 à 15% des séquences du pays. On a fait jusqu'à 30% des séquences du pays parce que moi je fais des séquences génomiques depuis l'an 2000, c'est mon premier papier. Donc je sais ce que c'est que les séquences, et je sais les interpréter. Donc quand il y a des choses qui se passent dans la séquence, et bien entendu, ce qu'il faut que vous sachiez pour les mutants et les variants, c'est qu'à chaque fois qu'un être vivant, et bien entendu encore plus les virus, et bien entendu encore plus les virus ARN, se multiplient, à chaque fois, il y a des mutations qui sont proportionnées à sa taille, ou au fait que c'est un virus ARN, ou à ADN, ou au fait que son appareil de réparation de ces mutations est fonctionnel ou n'est pas fonctionnel. Donc, la mutation est le phénomène normal, basique, de toute l'évolution génétique. Donc, quand on dit qu'il n'y a pas de mutant, c'est qu'on ne connaît pas le b.a.-ba de la reproduction. Toute la reproduction est comme ça. Elle est faite de mutations successives. Et ce que nous avons appelé les variants, c'est quand on voit apparaître un virus qui a plus de 5 mutations qui n'étaient pas connues et qui commence à se multiplier. Donc c'était notre définition. Et notre premier papier online, vous voyez, est en septembre 2020. Et vous voyez que ça, c'est sorti en juillet 2021 dans Nature. Donc vous voyez que les gens ont mis un peu de temps pour vous expliquer ce que sont ces épisodes de cette épidémie et comment c'est arrivé là. Alors voilà, sur cette vidéo, on a montré une calanque pour montrer que c'est à Marseille. Et ce que j'explique, c'est ce que nous avons vu ici à l'IHU. Alors, elle a mis des saisons, vous voyez, bien qu'il n'y ait jamais de neige dans les calanques, mais pour expliquer. Premièrement, vous voyez, vous avez la date qui est en haut à gauche. C'est la première épidémie qui nous vient de Chine en passant par l'Italie, subissant une mutation en Italie. Et nous, nos premiers cas viendront de Montgenèvre, chez les gens qui ont mangé en Italie. Elle disparaît. Et puis, c'est là que je commence à chercher les variants. Apparaît le deuxième, qu'on appelle Marseille 1, et puis le troisième, qui s'appelle Marseille 4, et dont on est en train de voir maintenant, je vous montrerai qu'il existe en réalité 2 épidémies parallèles dans ce Marseille 4, avec un nouveau sous-variant qui va apparaître, qui va lui donner une forme atypique en dos d'âne, plutôt que d'être juste en dôme. Et puis, il y a l'anglais, maintenant appelé alpha, vous voyez, qui arrive, qui est associé à une régression du 4, un peu de sud-africain en bas, un peu de brésilien en bas, et puis l'indien qui arrive, maintenant appelé delta, et qui, petit à petit, va prendre la place que nous lui connaissons actuellement et grandir, et avoir un pic qui est, en fonction des pays, entre 65% et 130% de tout ce qui avait été vu jusque-là, en dépit du fait que c'est arrivé après le début de la vaccination. Donc vous voyez, il s'agit d'épidémies successives avec des variants qui expliquent, et pas du tout cette idée qu'il y avait au départ que c'était une balle de ping-pong qui allait rebondir avec des rebonds et des rebonds et des rebonds. C'est lié au fait, je vais vous le montrer maintenant, qu'en fonction des endroits dans lesquels on vit, eh bien, comme ces virus ont muté de manière différente dans les différents endroits et dans les différents écosystèmes, si vous laissez la porte ouverte, ce qui se passe, c'est que ces virus qui se sont développés à distance vont pouvoir venir créer de nouvelles épidémies, alors que vous pensiez, comme on le pensait en mai ou en juin, en être débarrassé, comme l'ont été les Chinois, par exemple. Ils n'ont pas eu d'épidémies successives. Ou comme l'a eu la Nouvelle-Zélande, par exemple. Maintenant, je vais vous montrer ce qui s'est passé à Marseille. Et donc ça, c'est l'importance de l'IHU. Vous voyez, toutes ces séquences que je vous montre, c'est que des séquences qui ont été faites ici. Hein. Et effectivement, le président a compris, il a lancé un énorme programme de séquences, car ce pays avait un retard phénoménal de séquences comparé à l'Angleterre, par exemple. Hein. Et voilà, je vais essayer de vous expliquer, voilà ce qui s'est passé, puisque nous, on l'a analysé très précisément à Marseille. Je ne crois pas qu'il y ait un endroit au monde où on ait analysé avec cette précision l'arrivée des épidémies, c'est-à-dire le traçage, ce que nous appelons le cas index, c'est-à-dire le premier cas qui arrive ici et qui détermine l'infection. Très bien.
Donc ici, nous avons toutes les données. Donc ça commence, l'épidémie, vous vous rappelez, en février, il y a un mutant qui arrive, il vient du nord de l'Italie, en passant par Montgenèvre, c'est le premier cas. Il y a une mutation qui se passe dans le variant chinois, qui va être la mutation qui va s'imposer dans toute l'Europe. Et puis, ça s'arrête, et ça recommence en juin-juillet, je vous l'ai dit, en venant par bateau d'Afrique du Nord, et puis le Marseille 2, que vous avez vu dans la nature, né en Espagne, il vient pendant l'été, et puis le variant numéro 4, qui, pour nous, vient de la ferme de Vison d'Eure-et-Loir, arrive à Marseille, et puis le variant Yucca, lui, va venir en train, on l'a repéré à Marseille, et puis le variant sud-africain va venir en avion, en passant par la Tunisie d'ailleurs, en France, et puis ensuite d'autres variants, comme le 484, le 484 V3, et puis l'Indien va venir à Marseille parce que c'est un marin qui va embarquer sur un bateau de Marseille, et puis il y a quelqu'un qui revient des Maldives en vacances, qui va amener l'Indien. Donc vous voyez sur ce graphique, et puis là le dernier qui est le variant colombien, vous voyez sur ce graphique que, parce que Marseille a toujours été un centre de voyage international, que Marseille a toujours vécu les épidémies, la plupart des épidémies d'Europe du Nord sont rentrées par Marseille. À l'époque, on venait par bateau. Et donc on a une expérience ici. Surtout, on a ici regroupé tout ensemble. Les gens ici travaillent tout ensemble. Jusqu'à présent, j'espère que les choses s'amélioreront. On travaillait bien avec tous nos partenaires de l'assistance publique. J'espère que ça continuera parce que c'est suicidaire d'empêcher d'avoir une source de données qui est unique au monde et qui permet d'expliquer au monde exactement ce qui se passe. Et donc, ce qui se passe, c'est que, et ce qui a été noté dans les études les plus neutres, en particulier une très belle étude japonaise qui a montré ça, en réalité, la seule manière pour l'instant d'éviter les flux épidémiques, c'est la fermeture des frontières. Je ne suis pas sûr que ce soit réalisable. Mais en pratique, vous voyez bien que ce qui s'est passé ici, c'est que les flux sont arrivés parce qu'ils ont été importés à chaque fois. Un, des autres pays, et d'autres, je pense qu'il faut vraiment avoir une attitude extrêmement active pour la surveillance des visons et de tout le groupe des visons, les furets, les blaireaux, etc., les mustélidés, qui manifestement sont extrêmement sensibles, extrêmement contagieux. Je vais vous montrer une figure qui vous montrera ceci, parce que je trouve que ceci apparaît très négligé. Vous voyez, dans cette figure, vous voyez, ça c'est le prélèvement qui a été fait dans l'élevage de visons qui a été abattu en Eure-et-Loir, et vous voyez qu'il tombe en plein milieu du 4. Alors il a évolué pendant plusieurs mois ici avant d'arriver là, c'est la raison pour laquelle vous voyez des mutations, mais vous voyez qu'il est en plein dans ce paquet du 4, dont nous on pense qu'il est apparu en Mayenne, en France. C'est là qu'a commencé l'épidémie, probablement avec une source qui était celle de visons ou de mustélidés qui étaient en contact avec les visons d'élevage ici. Donc c'est un vrai problème. On sait qu'au Danemark, ils ont abattu 17 millions de visons parce qu'ils ont eu des épidémies absolument considérables. La vitesse de mutation chez les visons est beaucoup plus élevée que chez l'homme parce que la circulation est beaucoup plus rapide et que donc là, vous avez les deux sources que moi je connais ici et maintenant, qui sont les importations de l'extérieur dans lesquelles les virus ont eu leur propre évolution et ont donné des mutants différents auxquels nous n'étions pas accoutumés, et d'autre part, les mustélidés et les visons. Donc tout ça pour vous dire, nous, ce qu'on fait ici, moi je ne porte pas d'opinion sur les stratégies politiques. Je suis un peu surpris quand les journalistes ou les politiques portent des opinions sur les stratégies scientifiques, parce qu'il faut que chacun parle de ce qu'ils connaissent. Que les journalistes parlent donc de la vente des journaux, ou qui racontent la vie privée des gens, c'est possible qu'ils la connaissent. Mais, franchement, moi je ne suis pas prêt à débattre avec un journaliste de mes découvertes scientifiques. Après le temps, et d'ailleurs, personne n'a de mémoire. On a dit il faut tester tout le monde, vous êtes fou. Après, on a dit écoutez, il faut traiter les gens, vous êtes fou. Après, là, tout le monde est en train de sortir, il faut traiter les gens précocement, très bien.